Allez, bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble avec chaque semaine un élu du territoire dont les décisions peuvent impacter directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Amandine Demort. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes la nouvelle maire d'Échirolles depuis le mois de novembre 2023. Vous êtes également conseillère départementale depuis 2021 sur le canton d'Échirolles, élue avec Daniel Bessiron. Et puis, vous êtes conseillère communautaire au siège à la métro depuis 2020. Vous avez 46 ans et vous êtes membre du Parti communiste. Voilà pour la carte postale politique. Votre arrivée, Amandine Demort, à la tête de la 3e ville du département fait suite à la démission du maire Renzo Sully après 24 ans à la tête de la ville. C'était prévu cette démission en cours de mandat ? Non, elle n'était pas prévue, cette démission. Je veux le rappeler, c'est tout d'abord un choix qui appartenait à Renzo Sully de démissionner à ce moment-là. Il avait 74 ans, il aspirait à prendre un petit peu de recul et surtout, je crois qu'il estimait l'équipe municipale en place compétente et prête à continuer sans lui. J'imagine qu'il vous a prévenu un petit peu avant quand même de démissionner. Comment ça s'est passé dans les coulisses vous saviez en 2020, quand vous avez été élu sur cette mandature, que vous prendriez à un moment donné sa place ? Non, pas du tout. Bien sûr qu'il nous a prévenu avant. C'est quelque chose qui a été discuté au sein de la majorité municipale d'Échirolles. Qui d'ailleurs, je remercie mes collègues de leur confiance puisqu'ils m'ont tous soutenu pour prendre sa suite. À ce moment-là. Il n'y avait pas d'autres candidats au sein de la majorité ? Non. Ça n'a inspiré personne de prendre la place de Renzo Sully ? Ça a été assez unanime. Donc, je pense que j'ai fait du bon travail en tant que première adjointe. Et puis, mon appétence aussi sur les questions de rassemblement de la gauche, de respect de la diversité de la municipalité d'Échirolles aussi, ont fait que tout s'est bien passé. Non. Alors, vous avez été élu officiellement par les membres du conseil municipal. Oui. C'était le 28 octobre. On a quelques images de ce moment. J'imagine qu'on a de l'émotion quand on devient maire d'une commune. Oui, beaucoup d'émotions. Beaucoup. Ça, c'est le premier discours. Vous êtes officiellement donc avec l'écharpe. C'est quelque chose que vous aviez quand même en tête ces dernières années, de succéder un jour à Renzo Sully, même si vous ne connaissiez pas le moment ? Bon, c'est quelque chose auquel j'aspirais parce que je pense, et j'avais raison, le mandat de maire reste un très beau mandat de proximité avec les habitants et les habitantes. Donc oui, je m'y préparais aussi un petit peu, voilà, pour rien cacher. Est-ce que Renzo Sully reste au sein du conseil municipal ? Comment ça se passe quand un maire démissionne de son poste ? Qu'est-ce qu'il devient ? Son souhait était de rester au conseil municipal. Donc aujourd'hui, il est conseiller municipal. Je l'ai chargé du coup du suivi des grands projets métropolitains puisqu'il est resté vice-président à la métropole en charge des grands projets. Et pour moi, ce lien, il est majeur. On aura l'occasion sans doute d'en reparler, mais de l'accompagnement de la métropole sur les grands projets est aujourd'hui extrêmement importante sur les territoires de la métropole. Est-ce qu'il joue un rôle particulier avec vous ? Il vous conseille, vous lui demandez des conseils de votre côté ? Comment ça se passe la relation entre vous deux ? C'est une très bonne relation parce qu'on a travaillé quand même pendant plus de 15 ans ensemble. On a une très belle relation. C'est souvent moi qui viens demander conseil. Je suis assez admirative de la façon dont il a cessé ses fonctions, où il me laisse faire. Sans venir faire d'ingérence ou lui-même. C'est pas évident quand on a été 25 ans à la manœuvre d'un coup. Oui, c'est pas forcément évident, mais il est dans un respect total et c'est plutôt moi qui de temps en temps vais lui demander conseil, puisque j'ai la chance encore de l'avoir au sein du conseil municipal et puis parce que vous l'avez rappelé, il est resté maire d'Échirolles pendant 24 ans et élu de cette ville pendant 40 ans. Donc c'est une ville forcément, il connaît Échirolles un petit peu de la même façon que moi sur le bout des doigts, mais il a porté les projets. Et son expertise est toujours intéressante pour moi. Alors vous étiez première adjointe jusqu'à ce qu'il vous laisse la place. Donc le poste de première adjoint était à pourvoir. C'est quelqu'un de votre génération qui l'a pris, Pierre Labrier. Vous allez fonctionner en binôme. Comment ça se passe aussi entre le premier adjoint et le maire ? Oui, il y a forcément une relation un peu particulière avec le premier adjoint parce que c'est lui qui est amené à me remplacer si j'ai à m'absenter déjà. Et puis, oui, on travaille, j'ai envie de dire, de façon assez collégiale avec l'ensemble de la majorité municipale. J'ai la chance d'avoir une équipe qui est unie, qui a envie pour ce territoire, qui est compétente. Et c'est une vraie richesse. Donc j'ai envie de dire que c'est le collectif qui avance à mes côtés.
Alors, la fonction de maire est nouvelle pour vous, mais vous connaissez bien le fonctionnement de la commune d'Échirolles, puisque vous l'avez dit, vous êtes élu depuis 15 ans. Vous étiez sur la liste de Renzo Sully en 2008, mais vous n'aviez pas été élu à ce moment-là. Non, j'étais en place non éligible. Je suis montée 1 an après, suite à la démission d'une de mes collègues. Donc, je suis montée conseillère municipale. Et c'est bien parce que j'ai traversé toutes ces étapes-là, finalement, de conseillère municipale, adjointe, première adjointe et aujourd'hui maire de la commune. Quand on se présente à une élection et qu'on est dans une place non éligible, c'est que souvent on n'a pas forcément une vocation de s'investir, de faire carrière dans ce domaine-là. À cette époque-là, en 2008, vous étiez dans quel état d'esprit? Bon, si, j'avais de l'appétence quand même pour ça. Simplement, j'étais jeune. Vous avez dû être déçu de ne pas être dans des places éligibles? Non, pas du tout, parce que c'est quand on s'engage sur une liste, bien sûr qu'on regarde un petit peu son numéro de place, mais c'était pas ça qui m'importait. Moi, j'étais jeune, c'était ma première expérience. J'étais un petit peu déçue, mais pas plus que ça. On avait vécu une très belle expérience qui était la campagne électorale. Hein. C'est toujours des moments extrêmement forts. Mais après, ravie, 1 an après, d'être élu, forcément. Bon, et de découvrir tout ça. Vous n'êtes pas originaire d'Échirolles, hein, non. Vous venez d'Ardèche. Oui, où j'ai grandi, j'ai passé les premières années de ma vie là-bas. Je suis arrivée sur l'agglomération pour mes études, à l'âge de 18 ans. Et puis tombée en amour d'Échirolles. Pour plusieurs raisons, c'est que cette ville, il y a c'est une grande ville, hein, 37 000 habitants, mais elle reste à taille humaine. Et ça m'importait. Et puis, c'était aussi, ça correspondait aussi aux valeurs qui étaient les miennes, hein, qui étaient portées. Des services publics forts, une dynamique associative sur ce territoire qui est assez incroyable, beaucoup d'animation. Et oui, je suis tombée en amour de ce territoire. Alors, c'est la 3e ville du département en termes de taille. Il y a Grenoble, Saint-Martin-d'Hers qui est un tout petit peu devant vous, et puis Échirolles. C'est la première fois qu'une femme dirige la commune d'Échirolles. C'était important pour vous aussi ce symbole Forcément, c'est important pour moi, oui, en tant que femme. Et puis, ce que je peux regretter, c'est qu'il y a très peu de femmes maires encore aujourd'hui, puisque nous sommes à peu près 20% de femmes à exercer Il y en a 7 sur les 49 communes de la métropole, par exemple. Donc, oui, au niveau métropolitain, ça décline encore un peu. On est même en dessous des 20% sur l'agglo. Et puis, suite aux vagues de démission là, depuis 2020, je pense que ça s'est encore un petit peu aggravé au niveau national. Hein. Oui, forcément, c'est une fierté, mais ça m'oblige aussi, j'ai envie de dire. C'est un boulot à plein temps quand on devient maire d'Échirolles. Vous aviez une activité professionnelle à côté? Comment vous... Oui, forcément, c'est à temps plein, oui. Donc, j'ai dû démissionner de mon activité professionnelle. D'accord. Vous étiez dans quel domaine? À la métropole. À la métropole. Voilà. Alors, Échirolles a une autre particularité, c'est d'avoir connu 3 maires seulement depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça paraît fou, parce qu'il y a 80 ans. Mais il y a eu Georges Quilliou, qui est resté 37 ans en place, Gilbert Biessy, ensuite 18 ans, et donc Renzo Sully, 24 ans. Ça veut dire que vous êtes parti pour un très long bail, Amandine? Je me le souhaite. Ça dénote d'une vraie stabilité politique sur Échirolles, et puis de cette vision de long terme qui a été portée par les différents maires. Vous les avez cités, Georges Quilliou, Gilbert Biessy, Renzo Sully. À toujours se projeter sur l'avenir, parce que les projets qu'on porte pour un territoire et pour une ville aussi grande qu'Échirolles, c'est forcément sur du long terme, et c'est important. Alors, il y aura une échéance importante pour vous, c'est dans 2 ans, 2026, l'élection municipale. Là, vous serez confronté directement au suffrage des Échirollois. Alors, je me suis penché un peu sur les différents scrutins. Le Parti communiste a perdu 10 points en moyenne à chaque élection municipale à Échirolles depuis 20 ans, 66% en 2001 au premier tour, 57% en 2008, toujours au premier tour, 45% en 2014, 37% en 2020. J'imagine que ces chiffres, vous les connaissez. Ce sera compliqué pour vous de conserver la ville en 2026. Comment vous l'appréhendez? Je l'appréhende plutôt bien, parce que j'ai un bon retour du terrain, de la part des habitants et habitantes. Après, j'aimerais aussi qu'on mette ça en parallèle avec l'abstention qui est grandissante pour toutes les élections. Un peu moins, elle se fait un petit peu moins sentir sur les élections locales quand même. Mais 2020, si on prend cette dernière élection, elle a été quand même marquée par une forte abstention. Je rappelle qu'on était en pleine pandémie. Même les électeurs qui se sont déplacés avec beaucoup d'angoisse de rentrer dans ces bureaux de vote. Donc on a travaillé ces questions-là aussi, d'abstention.
Alors, je disais 3 maires depuis la Deuxième Guerre mondiale, tous les 3 adhérents du Parti communiste. Vous êtes dans cette lignée-là. Vous avez toujours milité au PC? Pas toujours. Je suis issue d'une famille de militants politiques. J'ai fait une petite crise d'adolescente pas bien méchante. J'ai fait mes propres expériences, mais très vite, je savais où était ma famille politique. C'est au moment du traité européen, en 2005, que les choses ont été pour moi marquées et fondamentales. Et que j'ai adhéré au Parti communiste. Alors aujourd'hui, le leader du Parti communiste, c'est Fabien Roussel. Oui. Vous êtes en phase avec lui? Oui, complètement. Surtout? Oui. Alors... Oui, complètement, parce qu'il a, il a rapporté quand même une image un petit peu différente aussi du Parti communiste. C'est quelqu'un qui est capable de parler des sujets avec beaucoup de franchise. Moi, j'apprécie la façon, par exemple, dont il traite les sujets de sécurité, où il ne se cache pas derrière son petit doigt, il est plutôt lucide sur la situation que traverse notre pays. Alors, Fabien Roussel, par rapport à l'union de la gauche que vous évoquiez, il a une position quand même un peu tranchée par rapport à cette NUPES. Oui. Il s'est clairement opposé à sa poursuite. Je ne dirais pas qu'il s'est opposé, je dirais qu'il a attendu des éclaircissements de cette NUPES. Qu'il n'a pas eu, donc... Tout à fait, mais lui, comme le Parti socialiste, comme Europe Écologie Les Verts, j'ai envie de vous dire. Donc, il n'a pas été le seul. Bon. Si je vous parle de ça, c'est que l'union de la gauche, elle est parfois compliquée à comprendre, suivant les territoires, suivant les collectivités. Par exemple, les écologistes isérois ont acté le divorce avec les autres forces de gauche au niveau départemental il y a quelques mois, en quittant le groupe de gauche dans lequel vous siégez, qui était issu du printemps isérois au département. Vous êtes resté avec la France insoumise, pourquoi? Avec la France insoumise et le Parti socialiste. Parce qu'on s'était engagé dans ce printemps isérois. C'était un rassemblement qui était un petit peu unique quand même, où on avait réussi à rassembler l'ensemble des forces de gauche pour ces départementales. Moi, j'ai aucune raison de revenir sur mes engagements premiers de rassemblement. C'est le rassemblement, je vous le disais tout à l'heure, j'y suis extrêmement attachée. Je pense que c'est ce qui est attendu par les électeurs et électrices de gauche, et ils ont bien raison. Alors pour autant, la France insoumise siège dans votre opposition quand on passe au niveau ça, je le regrette. Municipal. Ça, j'imagine bien, mais c'est vrai qu'on se demande comment vous faites pour discuter avec ces membres unis au département et puis les retrouver en frontal quand vous changez l'Assemblée. C'est souvent artificiel, les oppositions. Les oppositions. Moi, sur Échirol, je considère que c'est artificiel. C'est pour ça que j'ai tout de suite tendu la main à l'opposition de gauche dès mon élection, dès le jour de mon discours d'intronisation. Tout à fait. Je leur ai tendu la main et très sincèrement, parce qu'aujourd'hui, la situation, si on prend un petit peu de hauteur, la situation politique exige de la gauche qu'elle se rassemble. Que ce soit au niveau local comme au niveau national. On voit bien les dangers, et notamment celui de l'extrême droite, qui se présage. Et voilà, il faut être responsable. C'est une de vos ambitions d'essayer d'unir la gauche échiroloise, notamment pour 2026. Alors vous n'avez pas beaucoup de temps. Il y a 3 groupes, on peut dire, deux de gauche dans l'opposition et votre majorité aujourd'hui au sein du conseil municipal. Oui, une opposition de gauche. On a la droite et l'extrême droite, oui. Oui, j'y déploierai toute mon énergie. Je suis têtue, comme je leur ai dit. Je suis très têtue. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est que sur mon territoire, sur la commune d'Échirol, on contienne le Rassemblement national, et c'est par l'union de la gauche qu'on y arrivera. Et il faut arrêter de minimiser ce danger, parce qu'il est là, il existe, et il serait extrêmement néfaste pour une commune comme la nôtre, faite de catégories populaires et moyennes, dont on a besoin de prendre soin chaque jour. Est-ce que cette stratégie, elle ne vaut pas également pour les scrutins nationaux ou internationaux? On a les européennes dans quelques mois. Pour l'instant, ni le PC ni les autres partis de gauche prennent cette direction de l'Union. On y va en ordre dispersé. Oui, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Après, là, on est sur un scrutin à la proportionnelle. Donc, je pense que chacune des organisations a regardé son propre intérêt aussi. Il ne faut pas se leurrer. Moi, je n'ai pas d'impact, malheureusement, sur l'Union au niveau de l'Europe. Mais ce que je constate, puisqu'on parle des européennes, ce scrutin fait à la proportionnelle fait qu'on a une trentaine de listes aujourd'hui. Et que si on regarde très précisément, la droite est plus morcelée que la gauche, puisqu'on a plus de 15 listes de droite différentes. On verra le résultat. Oui, on verra le résultat qui, pour l'instant, présage une victoire assez nette du Rassemblement national. Et ça, c'est un vrai danger, quoi.
Alors juste avant votre élection, l'ancien maire Renzo Sully avait retiré ses fonctions à un des adjoints, Mohamed Makni, qui est adjoint à la propreté urbaine, après des posts publiés sur sa page Facebook dans lesquels l'élu avait qualifié les actes commis par le Hamas de résistance palestinienne, tout en cataloguant le gouvernement israélien de fasciste. Vous auriez fait la même chose que Renzo Sully si vous aviez été maire à ce moment-là? Oui, tout à fait, puisque cette décision n'était pas celle de Renzo Sully seul, mais bien de la majorité municipale, puisque nous nous sommes réunis pour prendre une décision collective. Alors, ce n'est pas une décision évidente, j'imagine. Il n'est pas forcément très connu du grand public, Mohamed Makni, mais c'est une figure de la ville d'Échirolles et notamment du conseil municipal. Je crois qu'il était élu même avant vous, aux côtés de Renzo Sully et de toute l'équipe. Oui. Comment vous avez vécu ce moment? Quelle relation vous avez aujourd'hui avec lui? Je précise qu'il était membre du Parti socialiste, qu'il a été exclu aussi. Oui, il a été exclu du Parti socialiste. Plus de relation du tout avec lui. Moi, j'en ai eu immédiatement après son poste en lui disant que c'était pas des choses à penser et à écrire. Voilà, j'ai pas été entendue. Il n'a pas retiré son poste. Non, j'ai pas de relation là aujourd'hui avec lui. Vous lui avez demandé de démissionner de son poste? Parce qu'il siège toujours au conseil municipal aujourd'hui. Il siège toujours au conseil municipal. De toute façon, on attend le jugement définitif là, qui va être à la fin du mois. Il a été élu, donc moi, je n'ai pas à lui demander de démissionner ou de ne pas démissionner. Après, on verra le jugement, parce que là, pour l'instant, il y a une peine d'inéligibilité qui est en suspens. Donc, on verra. La justice s'est prononcée fin février pour effectivement une amende, de la prison avec sursis et une peine d'inéligibilité. Le verdict sera connu le 26 mars. Oui. Voilà. Échirolles, donc on l'a dit, c'est la 3e ville du département, 37 000 habitants, une ville qu'on qualifie souvent de banlieue. En tout cas, elle est parfois affublée de ce titre. J'imagine que vous n'êtes pas forcément d'accord avec cette qualification. Non, pas du tout, parce qu'il y a une mauvaise connotation derrière ce mot banlieue. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on est en périphérie de Grenoble. Parce que malheureusement, il y a de mauvais qualificatifs derrière ce terme de banlieue. Échirolles, c'est quand même aussi le 2e bassin d'emploi. On a plus de 20 000 emplois. C'est une ville qui est dynamique. Je parlais tout à l'heure de sa vie associative, mais sa vie économique aussi extrêmement riche. Et c'est une ville qui est attractive. Alors, qu'est-ce qui va changer à Échirolles avec votre arrivée à la tête de la ville? Ou pas changer? Je ne sais pas si vous inscrivez complètement dans la même ligne que Renzo Sully, ou si vous avez des priorités, des ambitions particulières. C'est le changement dans la continuité, on va dire. Le changement parce que je ne suis pas Renzo Sully, forcément, je suis Amandine Demort. La continuité parce qu'on reste la même équipe municipale, plurielle. Moi, j'ai 2 sujets qui me tiennent à cœur, les gens le savent très bien. J'avance sur 2 jambes. L'écologie et les solidarités, c'est mes 2 moteurs politiques. Après, on a la poursuite de grands projets sur Échirolles, dont on aura, je suis sûre, on va en parler au fur et à mesure. l'occasion de revenir. On va les détailler. Moi, ce qui m'importe, c'est d'être dans la proximité, d'être une élue de terrain et de proximité. Et ce n'est pas des paroles en l'air. J'ai essayé de mettre en place un certain nombre de choses pour aller sur ces questions-là. J'ai mis en place des permanences. Les mercredis après-midi, je rencontre les habitants qui souhaitent me voir. Et ils sont très nombreux. Le maire a toujours du succès auprès des habitants. J'ai déjà plusieurs mois d'attente. Et pour moi, ça m'importe d'être présente pour eux, de les aider dans un quotidien qui n'est pas toujours évident dans la période de crise sociale et économique qu'on traverse. Et puis de multiplier les endroits où les rencontrer, parce que je suis aussi présente auprès des associations. On essaie via les réseaux sociaux aussi, on a monté une foire aux questions, d'aller le plus possible de différentes façons d'être le plus proche d'eux. Alors vous parlez de proximité, ça passe aussi par le maintien des services publics sur un territoire ou sur une commune. Oui. C'est pas toujours évident. J'ai vu que récemment vous aviez été obligé de fermer par exemple quelques jours la Butte, qui est une maison des jeunes, parce que le climat était plus propice à ce que les salariés viennent travailler sereinement. Ça, j'imagine que le maire est confronté aussi à ces réalités de terrain. Oui, on est Échirolles comme beaucoup d'autres villes, on est confronté à ces problèmes d'insécurité. Mais sur la question des services publics et de leur maintien, la plus grosse des difficultés, elle reste quand même financière, j'ai envie de dire. Parce qu'un État qui nous accompagne quand même de moins en moins, voire qui nous abandonne par moments. En 2015, c'est 5 millions en moins sur le budget de la ville.
5 de millions, dotation de l'État. Ouais, de dotation en moins sur le budget de la ville. 5 millions, ça correspond à tout ce qu'on mène, par exemple, sur la petite enfance ou encore à destination de nos aînés. C'est énorme hein, sur un budget communal comme celui des Chirolles. Là, cette année, on a dû commencer les préparations budgétaires. Il nous manquait 3 millions avec des décisions de l'État qui, c'est historique, ne sont pas compensées pour la première fois, avec les explosions des coûts de l'énergie hein, que subissent aussi nos concitoyens et concitoyennes. Voilà, c'est ça qui met en danger aujourd'hui les services publics. C'est que on sent le danger des privatisations, les tentations des privatisations sur certains secteurs, notamment celui des personnes âgées, qui est très lucratif hein, pour le privé, mais derrière devient beaucoup moins accessible pour le citoyen. Si vous aviez les clés des caisses de l'État et quelques millions comme ça qui tombent, ce serait quoi la priorité sur les services publics qu'il faudrait développer sur votre commune ? Déjà de redonner les moyens financiers aux communes, apprendre à la libre administration des communes, ça je crois que c'est important, hein, parce qu'on est en proximité, on est sur le terrain et on sait oui, c'est vous qui décidez où flécher les besoins. Ce qui est important. Mais développer encore plus, on fait beaucoup de choses à Échirolles hein, autour des questions de la jeunesse, de nos aînés, la question de l'isolement de nos aînés, mais c'est surtout toutes ces questions-là où si on avait des moyens supplémentaires, on pourrait encore agir plus fortement. Alors, vous évoquiez tout à l'heure votre poste de premier adjoint où vous étiez en charge de la tranquillité publique. Oui. Quelqu'un a repris cette mission au sein du conseil municipal ? Non, j'ai souhaité la conserver parce que c'est un sujet qui est majeur là en ce moment et j'ai souhaité conserver cette délégation. Alors dans ce domaine, Échirolles est rarement présenté comme le bon élève de l'agglomération. On associe souvent aussi la ville avec de la délinquance. Il y a plus de délinquance chez vous que dans la moyenne des communes ? D'après l'État, non, hein, parce que chaque fois qu'on a écrit au ministre de l'Intérieur pour demander un commissariat de plein exercice sur le sud de l'agglomération, les réponses sont assez hallucinantes, hein, d'ailleurs. Hein. On nous répond non, il n'y a pas besoin. Et puis, si on regarde les stats, Échirolles, vous êtes en dessous de tous les critères. Donc, je ne sais pas, oui, on ne va pas le nier, on a des problèmes, de gros problèmes de tranquillité publique. Notamment liés aux stupéfiants. Hein. Mais cette question, il faudrait que l'État la prenne à bras-le-corps, parce qu'aujourd'hui, les politiques du tout sécuritaire qui sont menées, on voit bien que ce n'est pas la seule solution, parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Toutes les villes vous le diront, tous les points de deal se durcissent, deviennent de plus en plus compliqués. Et moi, j'aimerais que l'État ait le courage politique de poser les vraies questions aujourd'hui. Poser les vraies questions autour de quand est-ce qu'on parle de la consommation de stupéfiants. La France reste le premier consommateur de produits stupéfiants. Ça témoigne quand même d'un mal-être de notre société. Ça, on n'en parle pas, on ne le traite pas, cette question-là. Du moins pas assez à mon goût. Et puis, il y a aussi la question du cannabis. Bon, je ne suis pas spécialiste, ce n'est pas à moi de dire oui ou non. Mais quand est-ce qu'on demande à des spécialistes de travailler sur cette question-là et d'aller voir sur la question de la dépénalisation, par exemple ? Parce que moi, les policiers me le disent, y compris les policiers nationaux, hein, sur certains points de deal, c'est 60 à 70% du trafic, c'est le cannabis, sur lequel on n'a aucun contrôle aujourd'hui. Mais pour le contrôler, il faut aller au-delà de la dépénalisation. Il faut carrément que ce soit l'État qui organise la vente de ce produit. C'est ce que propose d'ailleurs Éric Piolle sur Grenoble. Oui, moi, je le répète, hein, je n'ai pas d'avis tranché, je ne suis pas spécialiste de la question. Mais j'aimerais que ce sujet-là soit posé sérieusement sur la table et qu'on l'étudie, parce qu'il faut qu'on trouve des solutions aujourd'hui. Les populations où un point de deal est à proximité vivent aujourd'hui un enfer. Et ça, c'est pas acceptable. Nous, on met tous les moyens nécessaires sur la table. Hein. Ils sont limités, forcément, quand on est une commune, hein, parce que c'est la responsabilité première, elle dépend de l'État là-dessus, sur ces questions-là. Hein. Mais Échirolles, je le rappelle, est la première ville en Isère à avoir installé de la vidéo sur son territoire. Ça fait plus de 20 ans qu'on a des caméras, qu'on les développe. On en a plus d'une centaine aujourd'hui et d'ici la fin du mandat, on en aura installé 25 supplémentaires. Pas magique, mais c'est un élément supplémentaire pour nous là-dessus. Et y compris en termes de police municipale, on a 20 agents aujourd'hui de police municipale, 5 de plus que depuis le début du mandat. Donc on met aujourd'hui les moyens. On va sur tous les secteurs, tous les quartiers, on met les moyens.
Mais on a besoin d'être accompagné, on a besoin de courage politique là-dessus, de travailler ces sujets. Alors pour illustrer ce problème, ce mardi, un homme de 38 ans a été tué par balle dans sa voiture, garée devant chez lui, rue de la Viscose. On voit les images à Échirolles. Alors, il était connu des services de police pour trafic de stupéfiants. Donc là, on est au cœur de ce que vous dites. Alors, ce n'est pas le premier règlement de compte à se dérouler en pleine rue sur votre commune. Il n'y en a pas tous les jours non plus, mais en juin dernier, une fusillade avait éclaté sur la rue principale d'Échirolles. Un automobiliste qui passait par là avait vu une balle traverser son pare-brise. On a l'impression quand même qu'il y a une forme d'impuissance de tous les services, que ce soit les politiques, la police, la justice, face à ce trafic de drogue qui se régénère en permanence. Oui, qui se régénère. Ce que je disais, il y a le problème de la consommation. Si on n'avait pas autant de consommateurs, on n'aurait pas autant de points de deal aussi. Oui, le problème par là. Voilà. Oui, c'est un vrai sujet d'inquiétude aujourd'hui, sur lequel c'est pour ça que j'ai souhaité garder ces questions de tranquillité publique, parce que c'est un travail qui est quand même quotidien. C'est des préoccupations pour nous et pour moi qui sont quotidiennes. Oui, vous parliez des habitants. Il y a un immeuble qui symbolise un petit peu ce problème sur votre commune. C'est l'immeuble du Carrare. J'ai quelques photos qui ont été publiées dans un article de France Bleu Isère le 24 janvier dernier. Il n'est pas très loin d'ailleurs du commissariat, du poste de police et de la mairie, mais il est squatté depuis des années par des trafiquants qu'on en fait un peu leur QG, qui squattent des appartements vides, et on n'arrive pas à trouver de solution. Ils font ça pratiquement au vu de tout le monde. Alors là, on est sur une copropriété qui est privée, donc le pouvoir d'action pour nous était très limité. Mais là, je suis très satisfaite puisque tout le monde est autour de la table. La préfecture, la police nationale, le parquet, tout le monde travaille sur cette question-là. Nous, municipalité, on a pris nos responsabilités au-delà même de nos compétences, puisqu'on a racheté un commerce en pied d'immeuble dans le vue de futurs travaux, parce qu'on a besoin de changer l'entrée de cet immeuble. Donc, c'était extrêmement important pour nous de le faire. Mais voilà, c'est un dossier qui est suivi de très très près, y compris par la préfecture, parce que c'est assez inacceptable. On est en plein cœur du centre-ville, à proximité des transports en commun, et ça ne donne pas une très bonne image de la ville d'Échirolles. Vous évoquez la police municipale dont les effectifs ont été augmentés ces dernières années. Est-ce qu'Échirolles, elle est armée votre police municipale? Oui, elle est armée. On n'a jamais eu à se poser cette question puisqu'elle est armée depuis 1945. D'accord, depuis la fin de la guerre mondiale. Toujours été armée à Échirolles. Bon, le sentiment qu'a la population aujourd'hui, vous qui les côtoyez, les habitants d'Échirolles, est-ce qu'ils sont quand même inquiets? Je listais ces faits divers qui ne sont pas tous les jours, mais qui, j'imagine, marquent les esprits, notamment quand on habite sur la commune. Oui, ça marque les esprits, le mien aussi, je ne vous cache pas, c'est pas anodin. Oui, ils sont inquiets de la même façon que nous, et puis on essaie de travailler aussi avec eux. Sur la bonne utilisation de l'espace public, d'avoir de l'animation dans chacun des quartiers. C'est important aussi parce que ça évite les mauvais usages sur l'espace public. Nous, on travaille aussi à des aménagements pour sécuriser, pour éviter les scooters. Il y a plein de sujets qui sont travaillés aujourd'hui avec les habitants. Et au travers notamment de la fabrique citoyenne qu'on a montée, ça nous permet d'aborder vraiment tous les sujets avec les citoyens. Et comme je leur dis souvent, vous êtes les meilleurs. C'est vous qui sentez le pouls de votre quartier parce que c'est vous qui le vivez 24 heures sur 24. Vous êtes un peu les experts finalement de vos quartiers et il faut qu'on avance ensemble. Vous évoquez la vidéoprotection et le fait qu'Échirolles avait été la première ville de l'Isère à s'installer, à s'équiper de ce type de dispositif. Pour une ville de gauche, c'est assez rare. Grenoble, la voisine, conteste l'efficacité de ce dispositif. Vous qui l'utilisez, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas magique. Ça règle pas tous les problèmes. Mais pour nous, c'est un outil supplémentaire. C'est un outil supplémentaire parce que ça, comme je vous le disais, nos policiers municipaux vont dans tous les quartiers de la ville. Il n'y a pas un endroit. Il n'y a pas de zone de non-droit chez vous. Il n'y a aucune zone de non-droit. Et ça leur tient à cœur. Ils ont un sens du service public qui est assez incroyable là-dessus. Ça nous permet de sécuriser, tout simplement, leur patrouille. Ça permet aussi le travail d'enquête de la police nationale parce qu'on a beaucoup de saisies des images qui sont prises un petit peu partout sur la ville. Et ça facilite le travail de tout le monde, finalement.
Alors, pour changer l'image de la ville, il y a des grands projets et des grands travaux d'aménagement urbain qui sont en cours dans différents secteurs. Alors, on va prendre un petit peu de temps pour les détailler parce que je pense que ça concerne bien au-delà des habitants d'Échirolles, notamment le premier qui est le centre commercial Grand Place, qui a été rénové, qui a réouvert ses portes en fin d'année dernière, un nouveau centre commercial avec des nouvelles enseignes, pas toujours toutes très éco-responsables, mais bon, c'est important dans l'économie de la ville, Grand Place. Oh oui, c'est extrêmement important. C'est une extension qu'il y a eu de Grand Place avec des mètres carrés supplémentaires, avec de grandes enseignes, vous le disiez, qui sont arrivées sur le territoire assez moteurs. Là, on voit par exemple la file d'attente, j'imagine, pour Primark. Exactement. C'était le jour d'ouverture où les clients se sont rués dans le magasin. Tout à fait. J'y étais ce jour-là, puisque j'ai coupé le ruban. C'était ma toute première inauguration en tant que maire. Cette extension de Grand Place, ça a été un grand moment. Et l'ouverture de Primark a été impressionnante. Le nombre de personnes qui faisaient la queue pour rentrer dans ce magasin. Il y a beaucoup de petits restos aussi qui ont ouvert, ça fonctionne extrêmement bien. Pour la commune, j'y vois deux avantages. C'est que, bon, on va pas se le cacher, c'est des recettes aussi fiscales supplémentaires pour financer le service public à destination des habitants et habitantes. Et ça a été aussi la requalification des espaces publics autour. Parce que nous, on a le quartier des Granges qui se retrouvait finalement à l'arrière de Grand Place. Et le fait de reprendre ces espaces publics, aujourd'hui, c'est beaucoup plus beau, qualitatif. On a des voies douces de circulation, piétons, cycles. Il y a une fontaine, ils ont planté beaucoup d'arbres. C'est très joli, finalement, et ça rapporte un petit peu de qualité au quartier des Granges pour nous. Alors, il y a un grand centre commercial qui va ouvrir juste à côté, chez votre voisin de Saint-Martin-d'Hères, normalement à la rentrée 2024. Nerpic, ça vous inquiète parce qu'il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde? Non, pas du tout, parce qu'on n'est pas en toute proximité non plus. Et puis, je le vois plutôt comme complémentaire, parce qu'il n'y a pas les mêmes enseignes. Voilà, non, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Bon. À côté de Grand Place, vous parliez du quartier des Granges, il y a aussi le quartier de la Villeneuve qui se partage entre Grenoble et Échirolles, avec là un grand projet de rénovation urbaine qui a démarré il y a quelques années, qui se poursuit. Alors on parle plus souvent de la Villeneuve de Grenoble, mais vous partagez le quartier sur les deux communes. Oui, tout à fait. C'est renouvellement urbain des Villeneuves, qui est financé en partie par l'ANRU, porté par aussi la métropole sur tout ce qui est espace public. C'est un chantier d'importance parce que la Villeneuve va devenir le premier écoquartier populaire de France, avec des marqueurs environnementaux majeurs sur ce territoire. De grosses opérations, il y a eu 200 logements qui ont été détruits sur le côté échirollois. Et puis là, on attaque les espaces publics, donc ça va être beaucoup plus visible là dans quelques mois pour les habitants et habitantes. Et puis beaucoup de logements aussi qui sont rénovés, intérieurs et aussi thermiquement. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Plus de 2000 logements qui sont rénovés sur le côté échirollois. Vous évoquez les espaces publics. Alors, ce n'est pas sur la commune d'Échirolles, mais ça concerne le quartier de la Villeneuve. C'est le lac que la ville de Grenoble veut rendre accessible à tous, baignable pendant l'été. Alors, ça peut paraître une bonne idée, mais qui est contestée par une partie des habitants. J'imagine que ça concerne aussi ceux d'Échirolles qui vivent dans le quartier. Comment vous positionnez-vous sur ce projet? La ville vous a demandé votre avis, vous a concerté? La ville de Grenoble, bien sûr. On ne fait pas d'ingérence de commune à commune. C'est un projet qui est porté par la commune de Grenoble, et je le respecte. Après, les populations, il y a quand même une barrière entre c'est la Villeneuve, mais les Échirollois vont... se mélange pas avec les Grenoblois? C'est pas très... connecté. Pas très connecté non plus. J'ai vu que dans les différents projets, il y avait le projet d'une maison de santé. Oui, sur ce projet important, très important, secteur, qui nous tient à cœur. Notamment en ce moment où les questions de santé sont majeures. C'est un sujet de préoccupation extrêmement important pour les habitants et les habitantes. Et oui, on a un projet avec la NCT de galettes commerciales rez-de-chaussée et tout un premier étage qui accueillera une maison de santé. C'est important pour la ville
et pour le quartier. Pourtant, à Échirolles, il y a déjà l'hôpital Sud, la Oui. clinique des Cèdres. On a l'impression que la commune est plutôt bien dotée en termes de structure médicale. Oui, on est bien doté en termes de structure médicale. Ça, c'est une très bonne chose, mais on a besoin de rester très attentif aux questions des médecins, puisque un certain nombre de médecins partent à la retraite, ne sont pas remplacés. Et la question de la désertification médicale... c'est aussi un problème chez vous c'est aussi un problème urbain aujourd'hui. Avant, c'était un problème rural essentiellement. Mais aujourd'hui, de plus en plus, ça devient aussi le problème des villes. Alors, il y a un autre dossier d'aménagement qui, je pense, parle à beaucoup de monde, puisqu'il concerne la Roquette Sud, où de nombreux automobilistes passent matin et soir, hein, le secteur du Rondeau, voilà, dont les travaux ont démarré il y a quelques années, qui est toujours en cours d'aménagement, avec le projet d'enterrer une partie de cette Roquette Sud pour pouvoir récupérer l'espace en surface. Oui, récupérer de l'espace en surface et puis y faire une voie apaisée. Ça va permettre aussi de faire un peu un trait d'union entre Grenoble et Échirolles à cet endroit-là. Ça va être beaucoup plus qualitatif pour nous, pour tout le quartier habité du Rondeau. J'ai eu la chance d'aller le visiter, de rentrer dans ce tunnel qui est en cours de construction. C'est assez impressionnant, je dois dire. On ne se rend pas compte de tout ce qui est en train de se passer sous nos pieds. Sous nos pieds. Et puis, oui, hâte que ça se termine. Je sais que pour les citoyens et citoyennes, ça paraît long. C'est très long pour eux, mais malgré tout, il faut qu'ils prennent conscience que ce chantier, c'est un chantier qui est titanesque. On a 100 000 véhicules jour, si je ne me trompe pas, qui passent par ce carrefour du Rondeau. Et moi, ce que je note, c'est quand même que la circulation n'a jamais été coupée, quelques nuits, mais jamais en journée, et que c'est quand même une vraie prouesse d'arriver à mener ce chantier sans couper la circulation. Et il faut se dire que demain, ce sera du mieux. Moins de bouchons, ce sera... moins de pollution aussi pour les populations qui habitent à proximité de cette rocade. Et puis pour nous, du qualitatif sur la zone du Rondeau, puisqu'il y aura beaucoup de plantations apaisées, des voies apaisées, urbaines. On voyait les images du tunnel que vous évoquiez, là, sur ces images de travaux. C'est pour quand la livraison du chantier ? L'année prochaine, 2025. 2025, ils m'ont promis qu'on couperait le ruban. Bon. Donc l'esplanade sera à votre disposition. C'est à la ville ensuite d'aménager, de choisir ce qu'elle fera de ce nouvel espace. On le concerte avec eux, c'est eux qui vont l'aménager. On a déjà travaillé ces questions-là. Nous, ce qui nous importe, on travaille beaucoup sur la question des îlots de chaleur urbains, parce qu'on est dans une agglomération, on le sait, qui est 2 fois plus touchée sur les questions de réchauffement climatique. L'impact est 2 fois plus fort chez nous. Donc ce qui nous importe, c'est à chaque fois qu'on le peut, de travailler à la végétalisation, à rendre les sols perméables. Et c'est tout ce qui va être fait sur ce secteur. Il n'y aura pas de projet de construction sur ce nouvel espace Non. Non, parce que la zone centrale, je vois pas, on ne va pas construire un immeuble entre 2 routes, sera entièrement végétalisée. Alors, il y aura des constructions, par contre, pas très loin, dans le quartier de la Gare, avec un projet qui s'appelle Connexion. Un projet important aussi, là, en termes économiques et d'habitat. Oui, Connexion, puisqu'on se trouve entre le centre-ville et la Villeneuve d'Échirolles, à proximité de la halte ferroviaire, que nous, on appelle gare, parce qu'on souhaite que ce soit une véritable gare. Elle le mérite, vu le nombre de passages jour sur cette gare. Un projet très mixte avec beaucoup de bureaux, 6300 mètres carrés de bureaux, avec du logement pour les étudiants, pour les jeunes actifs, des commerces et puis une place pour cette future gare. On est sur un espace qui aujourd'hui est entièrement perméable, on le voit, il y a des parkings, des immeubles. Demain, on va aussi créer de beaux espaces verts. Link City travaille à créer ce qu'on appelle des petites forêts urbaines, c'est-à-dire de grosses plantations assez massives sur de petits espaces d'arbres. Donc c'est assez chouette, on a hâte. Alors on a vu sur les images que ça n'avait pas encore démarré, les travaux, contrairement au Rondeau. C'est quoi l'échéance de ce nouveau quartier Connexion ? L'année prochaine. Aussi, 2025 ? Oui, aussi. Beaucoup de choses qui vont démarrer l'année prochaine, finalement. Voilà, on est sur le bouclage du permis. Les choses vont démarrer assez rapidement, avec un cadencement assez rapide sur les différents îlots. On parle régulièrement dans cette émission de l'impact pour les communes de la loi ZAN, zéro artificialisation nette. Est-ce que c'est un problème pour vous à Échirolles ? Pas du tout. Il y a eu un classement, là, il y a quelques mois.
Et on est plutôt bon élève hein, à Échirolles. Malgré les mauvaises langues, hein, ce qu'on peut entendre sur la ville d'Échirolles, on ne bétonne pas à Échirolles. À chaque fois, on essaie de rendre au contraire de l'espace public. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui me tient à cœur parce qu'on sait que ça a beaucoup d'impact sur les questions de... Je vous parlais tout à l'heure d'îlots de chaleur. Donc non, j'y serai extrêmement attentive à ces points-là. Et voilà, développer tant que possible les espaces publics verts pour les habitants et habitantes. On évoquait le nombre de logements là, sur le quartier Connexion, plus d'une centaine. Il y aura du logement social parmi ces nouvelles constructions? Oh, très peu. Très peu? Très peu. Alors la ville fait partie des villes iséroises qui a le plus gros taux de logements sociaux. Le chiffre que j'ai trouvé, c'est 45%. Je crois que vous n'êtes pas complètement d'accord avec ce comptage. Non, parce que nous, on n'a pas ce même chiffre, mais je vais l'expliquer. C'est pas moi qui l'ai inventé. Oui, c'est les nouveaux calculs. Pour nous, c'est 38%, parce que dans ces 45% sont comptés les logements spécifiques. Et ce qu'on compte dans les logements spécifiques, par exemple, je vais donner un seul exemple, c'est les maisons de retraite. Donc, on a à peu près 500 lits sur Échirolles, on est bien doté. Mais est-ce qu'on compte une chambre de maison de retraite comme un logement social? Je ne suis pas certaine de ça. C'est pour ça que nous, on s'arrête à 38. Après, on est fiers de ça, parce que c'est le fruit d'une histoire aussi, hein, à Échirolles. Hein. Dès le quartier de la Viscose, hein, qui a accueilli des populations ouvrières, on a eu des quartiers de logements publics hein, sur la commune. Voilà. Est-ce que ça veut dire que vous avez quand même plutôt la tendance à faire baisser ces chiffres, même si ce n'est pas 45-38, ça reste bien au-delà des 25% oui. Imposés par la loi. L'idée, c'est de réduire, de mixer un peu plus, mais dans l'autre sens cette fois? Oui, on mixe beaucoup. On ne va jamais à ces 25%, puisque nous, on n'a pas l'obligation d'y aller finalement. Donc on en fait aujourd'hui beaucoup moins, il est beaucoup plus diffus. Hein. Aujourd'hui, les choses ne sont plus de la même façon que dans les années 60-70. Ça, c'est évident. J'aimerais quand même revenir sur ce taux SRU, parce que j'ai bien entendu notre Premier ministre dire qu'il voulait qu'on compte désormais le logement intermédiaire dedans, ce qui va faire encore gonfler ce chiffre-là. Et moi, ce que je regrette, c'est que ça ne va pas pousser les communes qui aujourd'hui ne respectent pas la loi à la respecter demain, puisque ça va artificialiser... Oui, elles vont arriver aux 25% avec d'autres logements qui n'étaient pas considérés comme des logements sociaux. Exactement. Et que la question de la solidarité entre les communes, finalement, on s'assoit un petit peu dessus. Quoi. Vous les sollicitez, ces communes, parce que vous les côtoyez notamment au sein de la métropole, oui. Les communes voisines, oui. Échirolles, de l'autre côté du Drac, à Cessin, où le taux de logements sociaux est beaucoup moins élevé que chez vous. Comment vous échangez entre maires sur ce sujet? On vient de passer à la métropole le PLH, discuter du PLH qui va être arrêté l'été prochain. Et forcément, oui, c'est des sujets dont on parle, où nous, voilà, on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait. Donc on demande un peu aujourd'hui de solidarité entre les communes. Certaines jouent le jeu, et c'est tant bien que mal de rattraper, de remonter dans ce taux. D'autres non, préfèrent payer les amendes. Et ça, je trouve ça quand même regrettable. Alors, tous ces projets d'aménagement urbain et notamment de logements sociaux sont accompagnés par les bailleurs du territoire. Je crois qu'il y a Alpizère Habitat ou la SDH qui sont impliqués dans les projets qui concernent notamment Échirolles. On a beaucoup parlé de Grenoble Habitat aussi dans la politique locale ces dernières années, j'ai envie de dire, avec des débats très animés au sein de la métropole, puisque la ville de Grenoble avait décidé de vendre sa structure publique à une structure nationale, une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, et que les collectivités locales et notamment la métropole se sont opposées à cette vente en la bloquant. Aujourd'hui, on semble avoir trouvé un accord entre la métro et la ville pour que la métro rachète Grenoble Habitat. Alors, les conseillers métropolitains se sont positionnés sur le sujet, donc vous avez dû vous exprimer. Vous étiez sur quelle solution Moi, je suis surtout contente aujourd'hui qu'il y ait un accord entre la métropole et la ville de Grenoble. À mes yeux, c'est le plus important. C'était compliqué. Ah oui, c'était des débats compliqués. Des débats qui, moi, en tant que maire d'Échirolles, ne m'appartiennent pas vraiment, donc plutôt au maire de Grenoble. Mais par contre, qui m'intéresse en tant que conseillère métropolitaine. Et je suis aujourd'hui contente qu'un accord se trouve. C'est le plus important pour cette structure, pour la ville de Grenoble et pour la métropole.
Alors, la ville de Grenoble avait mis en vente Grenoble Habitat aussi pour avoir des rentrées financières, puisqu'elle était en difficulté au niveau de son budget. Et Chirol est aussi lourdement endetté. Il y avait un rapport de la Cour des comptes l'an dernier qui pointait du doigt, alors vous n'êtes peut-être pas d'accord avec eux, mais qui pointait du doigt en tout cas la gestion de la ville sur la période 2010-2016, si je me souviens bien. Vous avez dû augmenter aussi, alors pas à la même hauteur que Grenoble, la taxe foncière en 2023, je crois que vous c'est 9%. C'est un problème pour une commune comme la vôtre de trouver des ressources supplémentaires? Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on n'avait pas eu de baisse de dotation d'État, les communes ne se retrouveraient pas. On n'est pas la seule. Aujourd'hui, toutes les communes rencontrent des difficultés financières. Mais toutes n'augmentent pas les impôts. Toutes n'augmentent pas les impôts. Mais on n'en serait pas là quand même. Moi, ce que je peux vous dire, parce que j'ai porté les finances en tant que première adjointe, c'est que la ville, chaque année, se désendette. Chaque année, la ville d'Échirolles se désendette. Aujourd'hui, on est à un taux de désendettement qui est tout à fait respectable, puisqu'on est en dessous des 9 années de désendettement, ce qui est tout à fait correct, puisqu'on dit que la limite est 12 ans. Enfin, que c'est un peu un seuil. Ils ont mal compté à la Cour des comptes. Non, c'est pas qu'ils sont. Je les accuse surtout pas de ça. Lourdement endettés, c'était leur terme. Voilà, je leur cherchais. Je les accuse surtout pas de ça, mais ce que ça met pas, du moins ça met pas en lumière tout le travail qui a été mené depuis 2015 de désendettement de la ville d'Échirolles, qui a été massif, ce désendettement. Je vous encourage, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais qui a été extrêmement important. Alors, la semaine dernière, à votre place, on avait une autre élue du territoire, Frédérique Puissat, qui est sénatrice Les Républicains de l'Isère. Et la tradition dans cette émission, Amandine Demort, c'est la première fois que vous venez dans le QG politique, mais c'est de demander à chaque invité de poser une question à l'invité de la semaine suivante. Je vous demanderai ça tout à l'heure en fin d'émission. Oui. Là, on va écouter d'abord la question que Frédérique Puissat vous pose. Très bien. Alors déjà, je voulais la féliciter de cette élection et lui souhaiter bon courage et bonne chance parce que Échirolles est une ville importante et on a besoin effectivement que les choses se passent bien sur cette commune. J'ai lu la presse quand elle a été élue et chère Amandine, vous avez dit que vous souhaitiez être effectivement le maire de tous les habitants et de toutes les habitantes d'Échirolles et je vous en félicite. J'ai le sentiment qu'un certain nombre de maires ne sont pas forcément les maires de tous leurs habitants et qu'ils sont restés des militants politiques. Et je pense en l'occurrence au maire de Grenoble, qui à mon sens est resté un militant politique et je voulais avoir son sentiment sur le sujet. Alors, vous la connaissez bien, vous siégez avec elle au sein de l'Assemblée départementale, même nous si vous siégeons ensemble au Conseil départemental. Eh bien, merci, cher Frédéric, pour cette question. Déjà, je n'ai pas de jugement à porter sur la façon dont les maires exercent leur mandat. Ils sont légitimes pour le faire, puisque je rappelle qu'ils ont été élus par la population. Ils sont censés représenter toute la population. Frédéric Puissat pointe un peu le côté militant, le style de certains maires qui pourraient jouer uniquement pour leur chapelle. Oui, mais j'ai pas envie de les juger là-dessus, parce que moi, je préfère faire mon bonhomme de chemin. Après, moi, je suis issue aussi d'un parti politique. Je suis communiste, fière de l'être, c'est mes valeurs. Je suis, comme je vous le disais, très attachée au Rassemblement des forces de gauche. On a ensemble construit un programme politique qui forcément nous ressemble. Mais pour autant, moi je le redis, ce qui m'importe, c'est d'être la mère de tout le monde, y compris de ceux qui ne votent pas pour moi. C'est important. Je souhaite accompagner toute la population, être présente pour eux sur toutes les interrogations qu'ils peuvent avoir. Alors, je ne sais pas si c'est du militantisme, mais puisque Frédéric Puissat évoque Éric Piolle, il est en conflit, en tout cas en désaccord fréquent au sein de la majorité métropolitaine avec Christophe Ferrari, qui est le président de la métropole. Vous êtes dans ce groupe, donc j'imagine que vous êtes aux premières loges pour voir les joutes entre les deux depuis quelques années. Ils sont rarement d'accord. On a parlé de Grenoble Habitat, il y a le projet de câble urbain, il y a la mise en place de la ZFE, etc. Comment vous percevez ça au milieu de ce groupe censé être uni dans la majorité métropolitaine? Moi, je le regrette un peu, parce qu'on passe beaucoup d'énergie quand même dans ces guerres. Moi, mon énergie, je souhaite la consacrer à autre chose, être dans la construction. Après mon groupe, le groupe CCC, on essaie d'être un peu le trait d'union entre ces... Le médiateur. Oui, de parler à tout le monde, d'être ce trait d'union, de leur dire que finalement, moi, ce que je dis toujours, ce qui nous rassemble à gauche reste plus fort que ce qui nous divise. Et que oui, forcément, on va avoir des points de divergence, mais est-ce grave? Est-ce que c'est pas insurmontable? Je pense pas. Je pense que
dans l'intérêt des citoyens et des citoyennes, il n'y a rien qui est insurmontable. Est-ce que vous avez l'impression que le message est entendu? Je ne sais pas. Je l'espère. Je suis d'un naturel toujours très optimiste. Je me dis toujours que là, tout est possible. Tout est possible. Alors, j'évoquais un des points de désaccord autour de la ZFE. Éric Piolle voulait une application stricte et rapide de cette zone à faible émission, l'interdiction des véhicules polluants dans les 13 communes de l'agglo qui en font partie. Et Chirol est dans ces 13 communes. Et vous étiez positionné l'an dernier, la municipalité, pour un report de cette ZFE, de cette mise en place, un report de 3 ans, je crois. Oui, tout à fait, parce que il faut qu'on travaille sur les questions de pollution, ça on ne le nie pas. On a de vrais sujets à travailler. Pour autant, notre préoccupation, ça a été les habitants et les habitantes. Comme je l'ai dit, Échirol, classe populaire, classe moyenne. Et la question du renouvellement des véhicules, la question de l'accompagnement, pour nous, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant et on allait mettre en difficulté les habitants et habitantes pour aller travailler, pour s'occuper de leurs enfants, pour leurs déplacements quotidiens. Et on avait mis pour nous un peu la charrue avant les bœufs. C'est qu'il faut penser quand même aux populations, aux conséquences de nos décisions pour les populations au moment où on les prend. Alors vous n'avez pas été entendu puisque cette ZFE... Oui, mais en partie. En partie, elle n'est pas temporaire, mais elle est en application en tout cas. Oui, parce qu'elle n'est pas permanente. Et sur pour nous, l'agglo, elle n'est pas permanente. Ça change quand même beaucoup de choses. Ça change une chose essentielle, c'est que les véhicules ne sont pas verbalisables sur la voirie quand ils sont stationnés. Et ça, c'est important. On ne force pas les gens au renouvellement. Et moi, je souhaite, par contre, très vite, qu'on travaille la question de l'accompagnement. Oui, parce que le 1er janvier 2025, si on suit le calendrier, les véhicules de critère 3, là, ça commence à représenter beaucoup de véhicules. Je crois que c'est énormément. Des centaines et des centaines, rien que sur votre commune, n'auront plus le droit de circuler, à part quelques créneaux horaires, mais n'auront, en journée, n'auront plus le droit de circuler. Pourront plus circuler en journée dans l'agglomération et dans Échirol. C'est dans quelques mois. Vous pensez que c'est réaliste, cette échéance? Non, je pense que c'est pas réaliste parce que c'est trop vite que les aides ne sont pas suffisantes, même si le SMAG travaille sur la question du report modal. Et je les en remercie. Et c'est d'accompagner au mieux les habitants, habitantes. Après, il faut que l'État mette un peu la main à la poche pour soulager un peu nos citoyens, sur cette question de renouvellement des véhicules. C'est-à-dire que si au 1er janvier 2025, la loi interdit ces véhicules, vous demanderez à votre police municipale d'être un peu indulgente sur les contrôles? Comment ça se passera? Vous savez, la police municipale a déjà beaucoup de travail. Vous n'allez pas les surcharger avec ça? Sur les questions de quotidienneté, sur les questions de quotidienneté, parce que ce qui leur tient à cœur, c'est d'être auprès des habitants et habitantes. Après, oui, ça ne sera pas une préoccupation première, je ne vous le cache pas. Bon, on va finir cette émission avec un peu d'actualité nationale, parce qu'il y en a eu cette semaine, notamment avec l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Voilà. On voit les images de cet événement. J'ai compris que pour vous, c'était une bonne chose. Vous dites bravo à Emmanuel Macron qui a lancé cette initiative? Je ne dis pas bravo qu'à Emmanuel Macron, je dis bravo à toutes et tous pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Les femmes rentrent un peu dans la Constitution, pour moi. C'est un point très important pour moi, liberté des femmes à disposer de leur corps. Après, ça ne règle pas le problème de fond sur la question de l'IVG. Sur l'accès à l'IVG. Dans l'accès à l'IVG, oui. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même 15% des femmes qui sont obligées de changer de département pour avorter. Des délais d'attente qui sont parfois un peu compliqués avec les délais légaux d'intervention. 14 semaines aujourd'hui. Voilà, il faut rester très vigilant là-dessus. Et ces questions, c'est très bien. Je suis extrêmement fière de cette inscription-là, mais il faut travailler aussi les questions de fond à côté. Vous êtes très attaché à l'égalité femmes-hommes. Oui. Et ça tombe bien parce qu'il y a une maison qui existe sur la métropole. Elle est sur votre commune. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard, le fait que ce soit... C'est la ville d'Échirol qui l'avait créée avant qu'elle soit reprise par la métropole. Oui, qu'elle soit reprise par la métropole en fin de mandat dernier. Mais c'est la ville d'Échirol qui a souhaité avoir une maison pour l'égalité femmes-hommes sur son territoire. Une maison unique en France pour traiter de ces questions spécifiques. Échirol a toujours été en avance sur ces questions-là, sur les questions d'égalité entre les... et très sensible à ces questions-là,
parce qu'elles sont majeures aujourd'hui, elles sont diverses. On parle des différences de salaire. Près de 17% d'écart de salaire entre hommes et femmes à travail égal. C'est quand même pas normal, moi ça me scandalise. Et puis on travaille également toutes ces questions de violence faites aux femmes. On reste dans une société encore bien violente à l'égard, bien trop violente à l'égard des femmes. Une femme sur 6 commence sa vie sexuelle aujourd'hui en France sans consentement. Je trouve que ce chiffre, il est quand même impressionnant. Terrible. Oui, c'est terrible, vraiment terrible. Sans parler des violences sexuelles et sexistes qui touchent énormément de femmes dans notre pays. Et c'est des sujets dont il faut qu'on parle. Je suis très contente de la libération de la parole parce qu'aujourd'hui, on peut en parler sereinement sur un plateau de télé. Je ne suis pas sûre que c'était le cas il y a quelques années en arrière. Oui, les femmes osent même parler dans les médias et à visage découvert des violences qu'elles ont pu subir. Pour autant, on en parle, mais on n'a pas forcément l'impression qu'il y ait des sanctions, des condamnations derrière. La plupart du temps, ces affaires, c'est parole contre parole. Et aujourd'hui, le système judiciaire est fait en sorte que le doute profite à l'accusé dans des situations comme ça. Est-ce qu'il faudrait inverser la donne, que la parole de la femme violentée ou violée puisse avoir une valeur supérieure à celle qu'elle accuse? Je trouve qu'on progresse quand même. On a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus, sur l'écoute et puis la considération de la parole des femmes là-dessus. Mais voilà. Moi, je reviens sur cette question de consentement. Quand on parle des questions du viol à l'échelle européenne et qu'on remet en question ces questions de consentement, y compris avec l'aval de la France, moi, ça me fait honte, ça. Voilà. On a tous ces sujets-là aujourd'hui à travailler. Je n'ai pas l'impression que les choses s'améliorent forcément beaucoup, ou alors je suis trop impatiente, mais je pense pas. Le cinéma en ce moment est dans le collimateur. Dans le collimateur. Et d'ailleurs, juste après, dès que je vous quitte, je vais à la manifestation. Du 8 mars. Du 8 mars, comme chaque année. C'est un moment et un temps fort annuel pour mettre en lumière justement tous ces sujets-là. Bon. Et Elisabeth Borne a dénoncé justement ce vendredi 8 mars un sexisme insidieux en politique, régi par des codes masculins. Vous êtes d'accord avec elle? Encore un petit peu, oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, même si j'ai de la chance de pouvoir retourner à Échirolles et d'absolument pas le sentir là-bas. Bon, je faisais un clin d'œil à Emmanuel Macron, que vous félicitiez pour avoir inscrit l'IVG dans la Constitution. Bon, j'ai compris que c'était plus nuancé. Oui, c'est plus nuancé quand même. Et Emmanuel Macron qui a fait aussi entrer au Panthéon, il y a quelques jours, Missak Manouchian, qui est un militant communiste arménien, immigré en France, qui s'est illustré par ses actes de résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'est pas rentré seul, d'ailleurs, il était avec sa femme. C'est le couple qui a été introduit au Panthéon il y a quelques jours. Vous étiez présente ce jour-là. Oui, j'ai été invitée par la présidence de la République à assister à cette panthéonisation de Missak et Méline Manouchian, et ça a été un moment extrêmement émouvant pour moi, très fort, de ces deux résistants étrangers, apatrides, communistes, qui sont rentrés dans ce temple-là où... Oui, c'est un acte extrêmement fort. Et puis, ça m'a renvoyé tout le travail que nous, on mène sur cette question-là à Échirolles, puisqu'on a inauguré une rue dès 1981. C'était Georges Culou, à l'époque, qui a inauguré la première rue Missak Manouchian à Échirolles. Et chaque année, nous avons une commémoration pour nous rappeler aussi que des étrangers se sont battus pour libérer la France. Voilà, et ça fait écho dans cette période où on a discuté de la loi immigration. Ça fait écho, j'aimerais que certains l'entendent. En tout cas, vous aviez été précurseur à Échirolles pour rendre hommage donc, à ce résistant arménien qui a donné sa vie pour la France. Dernière mission, Amandine Demore. La semaine prochaine, on recevra Christophe Ferrari, le président de la métropole dont on a parlé dans cette émission. Je vais vous demander de regarder la caméra en face de vous et puis de lui poser une question. Très bien. Cher Christophe, cher président de la métropole,
Comme je l'ai dit, la métropole accompagne les communes dans les questions de grands projets qu'elle porte. Sans la métropole, elle ne pourrait pas les voir aboutir. On a beaucoup discuté de la question de la rénovation des villes neuves, mais je pense aussi aux questions des transports en commun, des mobilités. D'ailleurs, on attend avec impatience la prolongation de la ligne E sur Échirolles et je sais pouvoir compter sur votre soutien là-dessus. Mais j'avais une question à vous poser sur la question de la proximité avec les métropolitains et les métropolitaines. Je sais que vous y êtes extrêmement attachés. Et comment comptez-vous améliorer ça dans les années à venir ? Eh bien, merci Amandine Demore. Christophe Merci. Ferrari vous répondra la semaine prochaine. Il sera l'invité du QG qui est diffusé chaque vendredi à 21h15, le samedi à 9h15, le dimanche à 17h30. Et vous pouvez revoir toutes nos émissions en ligne, en replay sur telegranlab.net. Merci d'être venu. Merci à vous.